Donc, bonsoir à toutes et à toutes. Je m'appelle Patricia Connell. Je suis déléguée consulaire sortante et je suis tête de liste pour la liste En Marche Ensemble aux élections consulaires qui auront lieu du 21 au 26 mai en ligne et le 30 mai aux urnes. Alors, ces élections permettent d'élire vos élus locaux qui, comme les maires et autres grands électeurs, élisent à leur tour les sénateurs des Français de l'étranger. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'Europe et parler bien sûr de Brexit ou de l'après-Brexit. C'est notre deuxième volet de la semaine où nous faisions un focus sur l'Europe. Mardi, nous étions avec Clément Beaune et d'autres têtes de liste en Europe du Nord pour parler des relations entre l'EU et le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'après-Brexit, comme je viens de le dire. Alors, ce n'est pas par hasard que cette semaine était symboliquement importante, puisqu'il s'agissait de la semaine pendant laquelle les députés du Parlement européen allaient voter pour donner leur feu vert sur l'accord des ententes entre l'UE et le Royaume-Uni. Et cela n'a pas été une grande surprise, puisque le Parlement européen a voté largement en faveur de cet accord qui donnait les règles de base pour les relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni. Alors, juste pour vous donner une idée du nombre de personnes qui avaient voté, 660 votes, sur 660 votes, 578 étaient pour, 32 abstentions et 51 personnes ont voté contre. Et les résultats, bien sûr, ont été annoncés hier. Alors, depuis le 1er janvier, les règles avaient été appliquées provisoirement, comme vous le savez, mais devaient être confirmées par un vote au Parlement avant le 30 avril 2021. C'est donc chose faite. Ces accords ne couvrent malheureusement pas tout et pas forcément de la manière que certains l'auraient espéré. Alors, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de pêche et autres, mais ils couvrent en tout cas la pêche, les consommateurs, le trafic aérien et l'énergie. Mais ils ne couvrent pas la politique étrangère, la sécurité, le développement ou encore Erasmus et les programmes d'échange étudiants. Mais maintenant que le Brexit est une chose faite, il nous faut maintenant parler de l'après-Brexit, à quoi va ressembler le futur pour les Britanniques, bien sûr, mais aussi pour les Européens qui vivent au Royaume-Uni. J'ai donc avec moi ce soir 3 personnes qui vont nous aider à essayer d'y voir un peu plus clair, j'espère, et qui pourront peut-être nous donner des notes de réalisme. Personnellement, j'espère surtout qu'ils vont nous donner des notes d'espoir. Donc, j'ai avec moi Dominique Grieve, Alexandre Holroyd et Anne-Laure Donskoy. Alors, Dominique, je ne pense pas avoir à vous présenter à tous ceux et celles qui ont suivi, bien sûr, les péripéties du Brexit depuis de nombreuses années, mais je tiens quand même à faire un petit recap. Alors, désolée pour le franglais de temps en temps, mais quand on a passé 40 ans au Royaume-Uni comme moi, c'est une chose qui arrive assez fréquemment. Dominique, votre carrière a été illustre. Vous avez été ministre de l'Intérieur de l'opposition, Shadow Home Secretary de 2008 à 2009, procureur général pour l'Angleterre et le Pays de Galles, avocat général pour l'Irlande du Nord. Vous avez également été membre du Parlement pour Beaconsfield pendant 12 ans, de 1997 à 2019. Et puis aussi président du Intelligence Security Committee pendant 4 ans, de 2015 à 2019. Alors, je continue parce qu'il y en a tellement. Et puis, enfin, pour moi en tout cas, vous avez été surtout, et je suis sûre que pour beaucoup qui sont là ce soir, vous avez été l'homme de conviction, un Européen invétéré, intègre, qui avait placé votre pays au-delà de votre parti, un véritable exemple de quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout et qui avait fait face à justement à votre propre parti contre un Brexit que vous pensiez allait être fait et obtenu par des mensonges et contre toute logique. Vous êtes, alors aussi, je tiens quand même à rappeler aux gens qui sont là, vous êtes aussi président de la Franco-British Society et vous avez reçu la Légion d'honneur en 2016. Donc ça c'est pour Dominique. Alexandre, je ne pense pas avoir à te présenter,
mais je tiens tout de même à souligner qu'Alexandre a passé un certain temps à Bruxelles en tant que consultant, et puis il est membre de la Commission des affaires européennes et co-rapporteur du groupe de travail sur le Brexit, président du groupe d'amitié du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc on peut dire que tu t'y connais un peu sur tout ce qui est Union européenne et que ça te tient à cœur. Anne-Laure, quant à toi, tu as été cofondatrice des 3 millions, d'ailleurs qui avait été lancée juste après une réunion que j'avais organisée à Bristol en juillet 2016. Tu as été aussi la coprésidente pendant 3 ans, et puis porte-parole, rapporteur, enfin tu as fait beaucoup de choses. Tu as aussi passé beaucoup de temps à Bruxelles justement à faire du lobbying auprès des MPs, des députés et sénateurs à Paris pour défendre les droits des Européens. Aujourd'hui, tu as changé complètement, mais pas entièrement. Tu es doctorante et ton doctorat se concentre sur le rôle des femmes et en fait de la façon dont elles sont rentrées en politique à cause ou grâce, dans certains cas, au Brexit. Mais maintenant, je vais laisser la place à Dominique Grieve pour nous parler donc de cet après-Brexit. Et Dominique, je vous laisse l'écran. Merci Patricia, et je suis ravi de pouvoir participer à ce petit colloque ce soir sur le Brexit. Juste un cap en arrière. Le problème du Brexit a toujours été que ça a été une révolution constitutionnelle et une révolution politique. Et le problème des révolutions, comme vous savez mieux en France que nous le savons au Royaume-Uni, parce que c'est la première fois que nous avons eu une révolution depuis 1688, c'est que les conséquences sont souvent imprévisibles. Donc un mouvement qui a été en partie vendu au public comme un renouveau traditionnel du Royaume-Uni, a eu des conséquences qui ont souvent été inattendues. Et la conséquence la plus claire, c'est que ceux qui voulaient le Brexit ont toujours parlé de maintenir des liens au début très étroits avec l'Union européenne, mais le Brexit ayant été voté, nous avons eu une dégringolade presque inévitable parce que parler de maintenir des liens étroits après le Brexit, immédiatement mettait en cause pourquoi on avait voté pour quitter l'Union européenne du tout. Parce que, par exemple, de rester dans le marché unique, ce que l'on aurait pu faire, mais sans participer pleinement à l'Union européenne, mettait naturellement en cause pourquoi est-ce que nous partons. Donc, je n'ai pas été surpris de voir qu'en conséquence, nous avons abouti d'abord avec un gouvernement populiste, avec Boris Johnson comme leader, et deuxièmement, que nous avons quitté l'Union européenne à la fin, au début de 2020, avec un withdrawal agreement qui était très incertain, particulièrement au sujet de l'Irlande du Nord, je vais y revenir dans un instant, et deuxièmement, que les négociations qui ont eu lieu l'année dernière ont abouti dans un Trade and Cooperation Agreement que les Anglais parlent a thin agreement, c'est mince. Et c'était inévitable parce que puisque la souveraineté a été mise au devant de la coopération, ce qui a été continué constamment par Johnson, on a donc abouti avec exactement ce qui était, à mon avis, attendu. Mais, malgré cela, je reste dans un sens assez optimiste que nous allons voir dans les années à suivre, que nous allons renouveler les liens avec l'Union européenne. Et mes raisons de le dire, c'est qu'il y a pour moi quelque chose d'inévitable, que nos liens économiques avec l'Europe seront toujours plus importants que nos liens avec aucune autre partie de la planète. Et même si les négociations
avec les États-Unis aboutisse à un traité, ce que je doute d'ailleurs, il n'y a rien qui va se substituer aux relations que nous avons perdues avec nos partenaires européens. Et je crois que le public commence à s'en rendre compte, parce qu'on voit clairement que le Trade and Cooperation Agreement, ce n'est pas ce que Theresa May avait promis, c'était un frictionless trade. Nous ne l'avons pas. Donc, particulièrement pour les petites entreprises, ça présente de gros obstacles, et pour l'Irlande du Nord, ça présente un problème politique majeur. En plus, même parmi les conservateurs, il y a beaucoup qui sont pas très contents de voir que nous ne participions plus à Erasmus, que la disparition, nous n'avons pas réussi à négocier le 90 jours de visa-free travel en Europe pour les professionnels et s'inquiètent pour le milieu financier, bien qu'il faut dire que le milieu financier probablement s'adaptera même à une rupture totale et à un manque d'équivalence, mais ça serait mieux si on pouvait maintenir ces liens aussi. Donc, je ne suis pas certain du futur, mais à mon avis, je crois qu'on va voir dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir qu'il y aura une tendance de vouloir renforcer les liens et de ne plus les relâcher. Et nous voyons peut-être le début de ça avec la décision d'avoir un ambassadeur de l'Union européenne au lieu de le placer plus bas. Donc, je reste optimiste. Le pessimisme, ça vient du fait que l'Europe et l'Union européenne, comme tous les divorces, il y a beaucoup d'émotions. On peut voir ça avec les Internal Markets Bill l'année dernière et la conduite de Boris Johnson. On peut le voir malheureusement avec ce qui s'est passé sur le vaccin, ce qui n'était pas entièrement plaisant de voir ce genre de conduite de la Commission. Et il y a certainement plusieurs instants, particulièrement sur l'Irlande du Nord, où nous pourrons voir que les relations se dégringolent encore. Mais malgré cela, je crois que si par exemple Boris Johnson cesse d'être Premier ministre, ça serait une très bonne chose, mais ce n'est pas certain. Je crois que nous allons voir les relations se remettre gentiment en marche. Voilà mon opinion optimiste pour 2021. Merci. Merci Dominique. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je dois dire que j'attends avec impatience de voir si le gouvernement va changer. Alexandre. C'est possible. C'est possible. Je crois qu'avec toute la presse qu'il y a eu récemment, vous avez sans doute raison. Alexandre, je te passe la parole. Merci beaucoup Dominique pour ces propos liminaires et surtout merci beaucoup Patricia pour l'invitation de participer à cette conférence et pour deux ton engagement au quotidien sur tous les sujets qui concernent les Français qui habitent au Royaume-Uni et que je connais depuis longue date puisque on se connaît depuis très longtemps. Je vais essayer d'être très bref. La réalité, c'est que je rejoins un peu ce que Dominique disait. Je vais le dire peut-être un peu différemment. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 choses qui découlent du Brexit d'un point de vue de politique publique. Il y a ce qui est dans l'accord de sortie. Et ça, c'est beaucoup une question de mise en œuvre, d'implémentation. Il y a beaucoup de questions de mise en œuvre. Je pense que Anne-Laure y reviendra en détail sur tout particulièrement les droits des citoyens. La preuve physique, qu'est-ce qui se passe après la limite de juin, est-ce qu'on peut créer, etc., où il faut qu'on protège nos citoyens de façon efficace. Alors, on a développé, en négociant un accord international, un accord très protecteur des citoyens, mais il faut qu'il soit mis en œuvre avec l'état d'esprit dans lequel il a été écrit, c'est-à-dire de préserver les droits des citoyens qui étaient au Royaume-Uni, européens au Royaume-Uni et britanniques en Europe, quasi à l'identique, si possible, de ceux qu'ils avaient avant. Ça, c'est le côté implémentation de l'accord de retrait. Et là, il y a vraiment à la fois une responsabilité politique côté européen de vérifier que les Britanniques le font dans le bon esprit. Et quelquefois, il y a des choses qui nous permettent d'en douter. Donc, il faut qu'on mette de la pression. Et puis, un vrai engagement de la société civile
comme ce que Anne-Laure fait évidemment sur les 3 millions, comme ce que toi tu as fait Patricia, d'aider, d'accompagner les Français à l'étranger à faire le settled status, à faire les démarches et de s'assurer que s'il y a des cas qui ne sont pas respectés, il faut les aider. Il y a un deuxième élément, c'est ce qui est dans l'accord sur la relation future. Et ça, il y a 2 questions. Il y a une question d'interprétation de cet accord et une question de mise en œuvre de cet accord sur la relation future. Et là, tu l'as évoqué, Patricia, il y a des questions comme la pêche, où on a trouvé un accord temporaire, mais la réalité, c'est que ça va demander de l'interprétation et ça va créer de la tension de façon considérable. Il y a des questions comme l'Irlande, où, à nouveau, il va falloir continuer à travailler parce qu'il y a des questions d'interprétation et des divergences d'interprétation des 2 côtés de la Manche. Et du coup, il y a plusieurs questions sur l'interprétation de ces choses-là. Et puis après, il y a le 3e élément, c'est ce qui n'est ni dans le premier accord, ni dans le 2e accord. Et là, on parle des grands sujets que Dominique a évoqués. Erasmus, par exemple, ce qui est essentiel, la liberté, en tout ce qui tombe avec la liberté de circulation. On a beaucoup entendu parler récemment, d'ailleurs, à juste titre, des musiciens qui faisaient des allers-retours et qui pouvaient procurer de la joie, faire leur art dans un pays comme dans l'autre. Il y a beaucoup de questions qui sortent du fait que, malgré les 2 accords, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas traités et sur lesquels il va falloir qu'on envisage des discussions. Et là, il y a 2 questions qui se posent. C'est est-ce qu'il y a une volonté britannique d'avoir cette discussion? Et de notre côté européen, il y a une réflexion qui s'impose aussi pour dire qu'est-ce qui relève du bilatéral, c'est-à-dire de la relation entre la France et le Royaume-Uni ou d'un pays particulier de l'Europe à 27 et du Royaume-Uni, et qu'est-ce qui relève de la relation Union européenne-Royaume-Uni. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a encore du travail à faire en France. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de sujets qu'on voulait inclure dans l'accord dans les accords avec le Royaume-Uni qui ne sont pas inclus et où il y a une point d'interrogation sur est-ce que c'est une responsabilité européenne ou une responsabilité nationale. C'est souvent des sujets très concrets sur les citoyens qui reviennent en France, est-ce que leur permis de conduire, etc. Ce genre de choses. Des choses très, très, très techniques et à la fois très réelles pour les gens. Pour ce faire, il y a plusieurs préconditions pour qu'on avance bien dans ce processus-là. Il faut qu'on reconstruise une relation de confiance, parce qu'il faut être honnête, elle a été un peu abîmée par une négociation difficile, et il faut construire sur ce qu'on a et ce qu'on a préservé, et on a toujours aujourd'hui une relation extrêmement proche entre la France et le Royaume-Uni sur des sujets que Dominique connaît mieux que moi, les renseignements, sur la sécurité. Il faut qu'on construise sur ces sujets-là, et en même temps que graduellement, on les étende à ce qui n'a pas été couvert par les accords de sortie. Alors, je vais partager un peu l'optimisme de Dominique avec un temps peut-être un peu plus long, parce que je partage totalement ce que Dominique a dit, que de toute façon, cette relation Union européenne-Royaume-Uni, elle est inéluctable. Elle est inéluctable, elle est inarrêtable, parce que ce besoin de se rassembler, il répond à des pressions qui sont nettement au-delà de notre continent. Il répond à des réalités, la mondialisation, le fait qu'on ait des pays qui, proportionnellement aux autres pays dans le monde, sont de plus en plus petits, objectivement, hein, avec des géants qui émergent, etc. Donc, de toute façon, inéluctablement, le Royaume-Uni va être amené à se reposer les questions de pourquoi est-ce qu'en fait, on n'arrange pas ce qu'on a décousu il y a quelques années. Mais je pense, et donc je partage avec Dominique l'idée que les choses vont s'améliorer graduellement. Par contre, je pense que pour en arriver à ce terme-là, dans une certaine mesure, tout particulièrement dans le débat politique britannique, il faut que le Brexit ne soit plus un élément central de la politique du gouvernement. Parce que tant que ça l'est, il y aura un besoin politique de justifier la décision qui sera toujours un frein à reavoir des discussions assez pragmatiques et assez concrètes pour avancer. Et donc, ça va peut-être prendre un petit peu de temps jusqu'à qu'on arrive à ce point de balance où, de façon un peu moins émotionnelle, on pourra se poser la question de savoir, bon, en fait, est-ce qu'on est gagnant de cette décision-là ou perdant? Et la conclusion assez naturelle qui en découlera, ça sera qu'on est perdant, et du coup, on reconstruira des accords. Il y aura des moments de tension dans ce processus, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tous les indexer sur le Brexit. Il y a eu beaucoup de reportages, souvent sur les vaccins et les différences entre l'Union européenne et les vaccins, etc. C'est indéniable qu'il y a eu des tensions sur les vaccins, même si au fond,
le succès britannique en la matière n'a absolument rien à voir avec le Brexit, hein. Enfin, absolument rien. Mais bon, il y a eu des tensions sur les vaccins. Mais la réalité, c'est que une crise sanitaire de cette gravité, ça engendre des tensions de façon inhérente. Il y a eu beaucoup de tensions au sein des 27 sur les vaccins. Moi, j'ai une circonscription où j'ai des Français qui habitent au Royaume-Uni, mais j'ai aussi des Français qui habitent dans tous les pays d'Europe Nord. Il y a eu au sein de l'Union européenne des tensions autour des frontières entre l'Allemagne et la France, entre l'Autriche et l'Allemagne. Il y a toujours aujourd'hui des tensions sur les vaccins entre la Hongrie, le Danemark, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est unique à la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est quelque chose qui est consubstantiel à une crise où tous les États sont un peu déchirés entre l'action collective, qui est peut-être plus bénéfique collectivement sur le long terme, et l'action individuelle, qui peut-être amène des résultats à plus petite échelle et de façon plus égoïste immédiatement, mais au détriment de l'intérêt général sur le long terme. Donc, je pense que cette tension, elle existe. Je ne pense pas qu'il faut l'indexer sur le Brexit, mais elle rentre évidemment dans un contexte qui est un peu difficile. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que les gens qui sont les acteurs de la relation européenne-Royaume-Uni, en l'occurrence ici française-Royaume-Uni, dont Dominiquet, dont moi je suis, etc., et dont tous les Français qui, par définition, qui habitent au Royaume-Uni, et tous les Britanniques qui habitent en France sont, fassent de leur mieux pour essayer de reconstruire ça. Et ça va se faire à travers des coopérations universitaires, du tissu associatif, d'essayer de continuer à créer les conditions des échanges, etc., malgré des difficultés, et je pense qu'Anne-Laure va les évoquer, qui sont là. Et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il faudra qu'on continue à appuyer beaucoup et fort pour essayer d'y amener des réponses. Sur ce, je conclue là parce que je n'ai pas envie d'être trop long et je te repasse la parole. Merci Alexandre. Non, mais c'est absolument fascinant justement d'essayer de comprendre comment on peut voir la différence entre la France et la position de la France et de l'UE vis-à-vis du Royaume-Uni et vice-versa. Anne-Laure, je te passe la parole. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu as fait jusqu'à présent et ce que tu continues de faire? Bien entendu. D'abord, merci à Dominique et à Alexandre. Et puis, merci aussi de m'avoir invité à parler ce soir. Donc, je suis Anne-Laure Donskoy et je vis à Bristol depuis 1986. Donc, ça fait un petit moment que je suis ici au Royaume-Uni. Et merci d'avoir rappelé que j'étais la cofondatrice du groupe The 3 Million et sa coprésidente jusqu'à ce que je parte de l'association en 2019. Et pour la petite anecdote, c'est moi, une femme qui a eu l'idée de former donc le groupe qui allait devenir les 3 millions, et c'est aussi moi qui lui ai donné son nom. Et je crois que c'est en partie cela qui a influencé mon sujet de doctorat, c'est-à-dire la participation des femmes dans l'histoire de Brexit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, j'ai participé aux réunions à Bruxelles avec Michel Barnier, son équipe, mais aussi au Conseil de l'Europe qui s'occupe des questions des droits de l'homme, et en particulier, j'ai voulu exposer le danger pour les personnes en situation de vulnérabilité post-Brexit. Mais je voulais insister donc sur un aspect particulier qui découle des travaux de recherche que j'avais fait pour le compte des 3 millions sur les difficultés rencontrées par les Européens, et donc forcément les Français, pour l'obtention de permanent residence, donc du statut de résident permanent. Et c'est le rapport qui en est découlé qui a fait que finalement, c'est ce qui a poussé le gouvernement britannique à créer le nouveau statut settled status. Il y a des jours où je me dis, j'aurais jamais dû y toucher, mais dans un autre sens, quand on y pense, il fallait faire quelque chose. Bon, ce statut n'est absolument pas parfait, mais il a au moins 2 avantages sur le précédent. D'abord, le montage du dossier est dans l'ensemble plus facile, je sais, il faut le dire vite, mais quand même, et il est gratuit. Je me souviens d'avoir participé à une réunion du comité Brexit qui était présidée par le député Hilary Benn en 2017, et j'avais apporté dans une valise ce qui devait être une partie de mon propre dossier de permanent residence, et ne serait-ce que la moitié des documents, ça représentait déjà plus de 3 kilos. Et je crois que ça avait impressionné le comité qui ne se rendait absolument pas compte des difficultés et de tous les documents qu'il fallait rassembler
sans même être sûr d'obtenir le statut. Donc, avec Settled Status, c'est déjà beaucoup moins de paperasserie et c'est quand même relativement plus rapide. Cependant, il faut le dire aussi, le nouveau statut présente de nombreux problèmes. D'abord, le concept et le processus sont en complète contradiction avec ce qui nous avait été promis avant le référendum et puis même après, puisqu'en fait, nous sommes forcés de devoir postuler afin de ne garder qu'une partie de nos anciens droits, mais aussi parce que le statut va certainement et rapidement laisser sur le carreau de la précarité et de la vulnérabilité bien des personnes, et moi je pense en particulier aux enfants qui sont actuellement sous tutelle, donc l'équivalent de la DAS française, qui risquent très fortement de se retrouver sans papier, du jour au lendemain, sans statut. Je pense aussi à ces femmes qui sont dépendantes des ressources de leur conjoint, qui n'ont pas de preuves matérielles de leur résidence au Royaume-Uni. Je pense aussi aux personnes qui ont obtenu Indefinite Leave to Remain dans les années 50, 60, 70 et qui n'ont plus les preuves matérielles de ce statut parce qu'en général, c'était souvent simplement un tampon dans le passeport. Le passeport, il a été perdu, le passeport, il a été endommagé, etc. Donc, elles n'ont plus ces preuves matérielles. Donc, on risque d'avoir une situation de windrush avec toute cette population. Bon, il y a beaucoup d'autres cas de vulnérabilité que je ne vais pas énumérer ici, mais quand même, je me fais beaucoup de soucis pour ces personnes. Je vais y revenir dans un instant. Je n'oublie pas non plus la très ferme résolution du gouvernement britannique de refuser, justement, comme le soulignait Alexandre, de créer un document physique qui confirme la possession du statut, alors que les témoignages commencent à s'accumuler. Des personnes qui se voient refuser l'accès à des services, des emplois, etc., pour faute de preuves physiques de leur statut, ou bien aussi des employeurs qui ne sont pas au courant des nouvelles modalités, ou bien encore qui refusent de s'en accommoder, etc., etc. Donc, on a un très gros risque quand même de discrimination potentielle pour nous tous. Alors, comment je vois la situation? Pour moi, il y a deux volets, cette question. D'abord et avant tout, il y a la question brûlante et critique de la date butoir du 30 juin, qui arrive à très grands pas. On sait qu'un très grand nombre de Français n'ont toujours pas fait leur demande de pre-settled ou settled status, ou bien ils l'ont fait, mais pas forcément pensé, par exemple, s'ils ont des enfants, à le faire pour leurs enfants, si besoin est. Donc, ça c'est vraiment un message que je lance ce soir. Je vous enjoins fortement à faire votre dossier urgemment parce que les délais maintenant de traitement des dossiers deviennent considérables. Et si votre situation ou celle de vos proches n'est pas réglée dans les temps, donc avant le 30 juin, donc dans 2 petits mois exactement, vous serez automatiquement considérés comme des résidents illégaux sur le territoire du Royaume-Uni au 1er juillet. Et comme on vit dans un environnement qui est quand même hostile, on le sait, les conséquences sont potentiellement très graves. Voilà. Alors, le gouvernement nous dit que les demandes de pre-settled status ou de settled status déposées après le 30 juin ne seront reçues que dans certaines conditions très strictes. D'accord, mais quelles sont ces conditions? On ne sait toujours pas. Et donc ça, c'est vraiment un très gros problème parce qu'on risque effectivement de se retrouver avec tout un tas de personnes qui n'auront pas de statut. Donc, pensez à en parler autour de vous. Connaissez-vous des personnes âgées ou vulnérables ou des amis qui ont besoin de faire cette démarche, mais qui, pour une raison ou une autre, ne l'ont pas encore fait? Peut-être que ces personnes ont besoin d'aide pour monter un dossier de pre-settled ou settled status. Si oui, il y a maintenant beaucoup de ressources disponibles, comme les Citizens Advice Bureau, des autres associations locales, pour vous-même ou bien que vous pouvez utiliser pour aider ceux qui en ont besoin. Le deuxième volet de ta question, Patricia, c'est de ce qui va se passer maintenant que le Royaume-Uni se trouve en dehors de l'Union européenne. Et la réflexion que je me fais, c'est que nous demeurons des citoyens européens.
au sens propre. Donc, notre sort reste toujours en partie entre les mains de l'Union. Et j'espère vraiment très fortement que l'Union ne manquera pas à son devoir de diligence et de vigilance, si j'arrive à le prononcer, envers nous, ne serait-ce que parce que l'Europe a quand même été partie prenante d'un accord sur le volet des citoyens qui est loin d'être satisfaisant, qui a manqué de courage et de vision, il faut bien le dire, à bien des égards et qui a des garanties qui sont plutôt minimales que maximales. Il y a aussi le fait qu'il nous concerne nous tous, Français et Européens, et comme le disait il y a quelques jours encore la députée européenne allemande Terry Reinke, j'espère que je n'égorge pas trop son nom, Alexandre y a touché un petit peu sur ce sujet, c'est la participation et le rôle de la société civile. Et ce que je veux dire par société civile, c'est pas simplement les groupes qui sont déjà constitués, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Nous devons nous engager à surveiller justement ce que disait Alexandre, à la bonne mise en place des modalités de cet accord, dont, bien entendu, le volet des droits des citoyens. Que ce soit donc des difficultés rencontrées pour se faire embaucher, trouver un logement, avoir accès aux soins, à l'éducation pour les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les difficultés avec toute la nouvelle paperasserie, etc. Et bon, on le sait, ce dossier est bien entendu aussi lié au sort d'autres dossiers qui ne sont pas encore réglés, qu'ils seront, on l'espère, dans un délai pas trop grand. Donc, pour résumer, la route devant nous n'est pas simple. Et il va nous falloir apprendre à la maîtriser, mais aussi à la modifier autant que possible lorsque ce sera nécessaire. Alors, je sais, je n'ai pas été aussi optimiste que mes collègues, peut-être aussi parce que je fonctionne à un niveau qui est beaucoup plus au niveau des individus. Donc, je vois une réalité quotidienne qui est un petit peu différente. Je vois les difficultés. Et donc, mon premier souci vraiment, pour le moment, c'est la question du droit légal de résidence des personnes et surtout donc de toutes celles et de tous ceux qui n'auront pas leur statut réglé au 30 juin. Voilà. Merci Anne-Laure et merci pour tout le travail que tu as fait alors que tu étais encore avec les 3 millions et puis le travail que tu continues de faire en tant qu'individu. C'est vraiment formidable. D'ailleurs, nous avons eu pas mal de questions. Je vois qu'elles commencent à s'accumuler sur le chat et je vous encourage à continuer à les poser. Pendant que vous faites ça, je vais donner la parole à Jimmy Lirvat, Jimmy est donc le cofondateur le cofondateur de The Elodie Academy. Et Jimmy a une question pour les panélistes. Oui, c'est une question au sujet de l'immigration, enfin des politiques migratoires du Royaume-Uni par rapport au Brexit. Donc en fait, la compétitivité de l'économie britannique, donc c'est historiquement appuyé sur plusieurs types de flux migratoires, donc que ce soit les étudiants, les travailleurs qualifiés ou non qualifiés. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement du Premier ministre Tony Blair donc à ouvrir sans délai le marché du travail britannique aux pays de l'Europe de l'Est, qui venaient d'accéder au marché commun en 2004, si je me rappelle bien. Donc, il est à noter que seuls l'Angleterre, la Suède et un autre pays donc, ont décidé d'appliquer immédiatement l'accès à leur marché, alors que la France et l'Allemagne, ils ont opté pour un délai de quelques années. Bon, il semble être admis que cette décision a eu un grand impact sur le vote pour le Brexit et par conséquent sur les politiques migratoires un peu plus agressives du Royaume-Uni, donc vis-à-vis des nouveaux arrivants européens, mais plus dramatiquement, comme l'a dit Anne-Laure, au niveau du Windrush, donc la catastrophe qu'il y a eu par rapport aux gens du Windrush. Donc, je voudrais savoir, à tous les panélistes, M. Grieve en particulier, pensez-vous que ces politiques pourraient avoir un impact sur l'économie britannique à long terme? Et y a-t-il des chances que le gouvernement revoie sa position à court ou moyen terme sur ces politiques migratoires?
Merci, c'est une très bonne question. Vous pouvez voir que Priti Patel semble absolument vouloir restreindre au maximum l'immigration. Et dans ce sens, elle répond certainement à un mouvement, à une opinion populaire. Et le malheur, c'est que si M. Blair, le problème, c'est que si M. Blair avait permis l'immigration, mais avait avoué ce qu'il faisait, on aurait eu un débat national dans les années 90, début 2000. Nous ne l'avons pas eu parce qu'il niait constamment que ce mouvement d'immigration se produisait. Et ceux qui voulaient débattre cette question étaient accusés soit de racisme ou qu'ils exagéraient les statistiques. Alors, nous avons certainement un problème dans la politique domestique du Royaume-Uni que beaucoup de gens veulent restreindre l'immigration. Par contre, il est aussi certain, je voyais ça dans ma circonscription, que nous dépendons, comme vous avez dit, beaucoup d'immigrés pour faire un travail de base qui est essentiel pour notre bien-être. À mon avis, dans le futur, je crois qu'il est certain que le gouvernement, il va falloir qu'il permette l'arrivée d'immigration suffisante pour subvenir à nos besoins. Mais pour commencer, je suis certain que sous Boris Johnson et Priti Patel, ils vont continuer à essayer de l'empêcher. Donc, nous allons voir un mouvement politique, ça va descendre et puis ça va commencer à remonter. La question qui est vraiment intéressante est si la remontée de l'immigration sera une immigration qui vient de l'Europe ou vient d'autre part. Et ça, je crois que ça dépend dans un sens de ce que Anne-Laure vient de parler. Si les gens ne sont pas confiants en venant au Royaume-Uni qu'ils ont un futur stable, ils ne viendront pas de l'Europe. Donc, ils viendront d'autre part, le recrutement se fera d'autre part. Pour beaucoup de raisons, j'ai toujours trouvé que l'immigration de l'Europe a toujours été plus facile à accepter et le flux se fait dans les deux sens beaucoup plus facilement que d'autre part. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je regrette la disparition de Freedom of Movement et notre sortie. Mais la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est que je crois que nous aurons encore 2, 3, 4 ans où on va essayer de restreindre l'immigration. Et puis, on verra si les demandes que déjà on voit dans le secteur agricole, particulièrement for seasonal workers, vont aboutir à une demande de permettre l'immigration plus facile. Merci Dominique. Oui. Alexandre, tu veux rajouter quelque chose ou Oh, mais c'est un sujet, parce que c'est un sujet d'économie britannique que Dominique connaît avec moi, mais moi, instinctivement, je pense que la réponse, c'est oui. Moi, j'ai vu, habitant au Royaume-Uni d'ailleurs, dans les années 90 et 2000, je prends un exemple, hein, en dehors du secteur agricole par exemple, mais des arrivées constantes d'étudiants européens qui venaient étudier dans des universités britanniques, qui passaient 3-4 ans à l'université, puis après qui intégraient le marché du travail britannique parce qu'ils décidaient de rester et de faire le début de leur carrière au Royaume-Uni, si ce n'est faire une longue partie de leur carrière. Alors, on ne va pas avoir cet effet immédiat, mais sur cet exemple particulier, il est très clair qu'il y a déjà une baisse considérable des postulants européens aux universités britanniques, que celle-ci va se traduire dans beaucoup moins d'étudiants européens dans les universités britanniques, et que quelques années plus tard, celle-ci va se traduire par beaucoup moins de ces étudiants très qualifiés qui ont participé quand même de façon très importante à la construction de l'économie moderne britannique sur le marché du travail britannique. Donc, à toute chose égale par ailleurs, oui, ça sera extrêmement dégradant. Après, ce que Dominique évoquait, c'est-à-dire que si jamais les Britanniques arrivent à trouver des gens qualifiés et non qualifiés qui viennent de beaucoup plus loin, etc.,
ce qui me semble improbable, mais si jamais c'était le cas, peut-être que ça n'aurait pas d'impact. Mais bon, ce qui est le plus probable tout de même, c'est que c'est un impact considérable, à la fois sur des travails très qualifiés et sur des travails beaucoup moins qualifiés, mais tout aussi essentiels. Oui. Chanty, je vais te donner la parole pour la question que tu as posée. Donc, Chanty est à Cambridge et elle est présidente de the European UK Bridge. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est et puis poser ta question. Merci. Non, Chanty, il faut que tu ouvres ton micro. On t'entend pas. Merci de laisser cette opportunité d'expliquer quelle est mon action. En fait, bien sûr, après Brexit, j'ai inspiré l'idée de fonder une association, surtout de conduire des actions au niveau citoyen, ici même à Britannique et aussi en France ou ailleurs, dans tout pays de l'Europe. Dans cette idée-là, j'ai fondé, aujourd'hui je suis présidente de l'association European UK Bridge. En fait, l'idée mère qui, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'idée y arriver pour promouvoir des jumelages entre villes. Mais aujourd'hui, moi, je vois dans ce 21e siècle d'établir des partenariats en tripartie, en fait, avec European UK Bridge, de différentes villes, aussi bien que les villes en Angleterre, au Royaume-Uni, et aussi des villes dans l'Union européenne, d'autres pays qui adhérents de l'Union européenne. Donc, de faire projet par projet un partenariat court terme, d'y participer. Donc, déjà, dans ce sens-là, j'ai lancé Language Café avec une ville où je vis, critique. Ça va multiplier chaque mois, je pense, parce que d'autres villes sont intéressées déjà, manifestent. Donc, en même temps, d'autres villes européennes vont nous joindre. Et non seulement language, et aussi d'autres domaines aussi, hein, tout domaine. En fait, l'action, c'est toujours tout ce qui vient de bottom-up, parce que des citoyens, hein, parce que le bon espoir qui a donné par Dominique tout à l'heure en disant, voilà, on ne va pas quitter l'Union européenne, mais moi, je parle dans le sens aujourd'hui, comme les personnes comme Dominique Rive et les autres qui ont énormément battu pour avoir au moins aujourd'hui une fenêtre qui est ouverte, la nouvelle deal, et les projets de la coopération. Donc, dans ce sens-là, il faut qu'on doit ramener beaucoup d'actions et agir. Voilà, donc ma question, ne faudrait-il pas encourager une politique de type micro-lobbying auprès des citoyens pour donner envie de monter des actions visant à améliorer la coopération entre les Britanniques et les Européens? Oui, je vais en premier, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que j'ai quitté ma circonscription, j'ai été défait dans les élections de 2019, j'ai toujours des liens avec il y a dans ma circonscription, mon ancienne circonscription, nous avons 3 jumelages. Et ces jumelages fonctionnent très bien. D'ailleurs, j'ai participé à une réunion d'un des jumelages entre Bonend et Octeville-sur-Mer il y a un mois. Et il est évident qu'il n'y a pas de manque de désir de maintenir ce genre de lien. Même parmi les gens qui ont voté pour le Brexit, c'est ça ce qui est particulièrement bizarre. Mais il faut comprendre que le Brexit, c'est une coupure qui, à mon avis, c'est vrai, quand les Leavers disent « je me sens, I still feel we're part of Europe, but not of the EU », ils sont peut-être pas proprement penchés sur les problèmes de la question, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils se sentent dans leur cœur. Donc, à mon avis, il y a beaucoup à faire pour affermir les liens micro
entre institutions, entre sociétés bénévoles. Tout ça, c'est le futur pour reprendre les relations entre le Royaume-Uni et nos partenaires européens. Oui, je rejoins tout à fait Dominique. C'est quand je disais les gens vont avoir un rôle essentiel. La société civile, Anne-Laure en parlait, va avoir un rôle essentiel dans la préservation du tissu européano-britannique, franco-britannique en ce qui me concerne. Je le pense sincèrement. Et ça se décline dans tous les secteurs. Ça se décline par les jumelages entre villes, ça se décline par les échanges scolaires. Il faut encourager les écoles à faire des échanges scolaires. Ça se décline par les partenariats universitaires, les partenariats de recherche, les échanges culturels. Et tout ça, ça peut être fait par le milieu dans lequel on parle, c'est-à-dire pour les échanges scolaires, par les enseignants et les écoles, pour la recherche par les universités, pour les échanges culturels par les artistes. Moi, une des choses en tant que président du groupe d'amitié franco-britannique que je fais, c'est j'essaie d'encourager le plus possible toutes les initiatives qui ont cette vocation-là. Et je pense qu'elles ont une importance toute particulière, absolument toute particulière dans un moment, plus le moment est difficile à niveau politique, c'est-à-dire que plus il y a des grands sujets de dissension à niveau plus politique, plus il est important justement qu'on réaffirme ces liens humains et comme ça qui rappelle aux dirigeants politiques que au-delà des questions géopolitiques existe un tissu qui est construit, toujours existant et qui se réaffirme tous les jours par tous ces échanges du quotidien. Donc je rejoins parfaitement ce qu'a dit Dominique, il faut encourager au maximum. Ce sont les gens en fait au final qui font ce tissu. Oui, j'aimerais beaucoup aller dans le sens de Dominique et d'Alexandre, et ça m'a fait penser à un petit travail que le Migration Advisory Committee avait demandé de faire justement sur qu'est-ce que l'importance de freedom of movement pour les gens. Et ce qu'on voyait et qu'on voit toujours d'ailleurs, c'est donc il y a une très très grosse demande intellectuelle, émotionnelle, psychologique d'avoir ces liens avec différents pays, différentes cultures, différentes manières de vivre, de travailler, un besoin d'échange. Et c'est vraiment dommage que Erasmus ait été arrêté. C'est vraiment pas une bonne manœuvre de la part du gouvernement britannique, et tout ça simplement pour marquer des points, parce que les échanges entre les étudiants et les jeunes personnes est vraiment extrêmement important. Et je parlais hier avec une jeune femme qui a 22 ans, qui est en train de faire un master, qui est française, qui est ici à l'université de Bristol, qui travaille sur la recherche en cardiologie et à qui se demande si elle va pouvoir continuer à faire ses études ici en Grande-Bretagne. On lui a offert une place ici à l'université, seulement à partir de l'année universitaire prochaine, on va lui demander 19 000 livres et des poussières. Ça n'est pas possible. Donc, pour le moment, elle va voir si elle va faire partie des contingents qui n'auront pas à payer ce tarif ou pas. Sinon, elle ira ailleurs. Elle a aussi une place en Allemagne, elle a une place en France. Mais ce n'est pas seulement une perte de revenus pour la Grande-Bretagne, c'est une perte de richesse des jeunes personnes qui, justement, comme tu disais, Alexandre, pourraient très bien rester ici, faire leur carrière et donc réinvestir toutes ces connaissances qu'elles ont acquises, toute cette expérience qu'elles ont acquise ici dans nos services, dans nos hôpitaux, dans nos universités. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage. Et je me fais aussi beaucoup de soucis pour la recherche. En tant que chercheur moi-même, puisque je suis en dehors de mon doctorat, je suis aussi chercheur en sciences médico-sociales. Je vois très bien que beaucoup de projets maintenant ne seront plus financés. Et donc, s'ils ne sont plus financés, ça veut dire qu'énormément de personnel ne pourra plus continuer à travailler en Grande-Bretagne. Donc, on va avoir une fuite des connaissances, une fuite d'expertise qui vraiment, moi, me fait extrêmement peur parce que la nature même de la recherche, c'est le travail collaboratif. On ne travaille plus dans les silos comme on travaillait encore dans les années 60-70 dans la recherche, où c'était vraiment chacun pour soi. La recherche scientifique, si elle avance aujourd'hui, c'est parce que c'est un travail de collaboration.
Et donc, je sais qu'on s'éloigne beaucoup de la question de Chanty, mais on s'en éloigne sans s'en éloigner, c'est à un autre niveau. Tous ces liens, il faut non seulement les affirmer, mais il faut aussi les protéger. Parce que même au niveau des jumelages, l'intérêt aussi des jumelages, c'était aussi que les gens puissent se rencontrer physiquement, puissent faire des échanges physiques. Et ça, si ça n'est plus possible, ou si c'est moins facile dans le futur, c'est quand même, ça serait vraiment très dommage. Donc, il y a beaucoup de travail à faire justement donc, au niveau du micro, mais aussi au niveau du macro, donc à tous les niveaux, pour continuer à avoir ces liens qui sont vraiment, ces liens humains, comme tu disais, Alexandre, qui sont absolument importants. Je tiens à dire quand même, pour la petite histoire, que grâce au Brexit, enfin pas au Brexit, pardon, grâce aux liaisons qu'il y avait entre la ville dans laquelle j'étais et l'Angleterre, et donc le jumelage en question, c'est comme ça que j'ai rencontré mon époux. D'où je crois que c'est vraiment très important justement d'encourager ce genre de travail et de créer ces liens en fait de compréhension entre nos pays. Je vais passer maintenant la parole à Marlène qui va poser sa question. Alors Marlène, c'est notre référente En Marche pour Europe du Nord. Et Marlène, à toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ma question va être très courte, beaucoup plus générale, mais c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Je ne suis pas sûre que vous aurez une réponse à m'apporter, mais j'espère avoir au moins un début de réponse. Donc, suite aux événements de ces dernières semaines en Irlande du Nord, vous l'avez abordé légèrement en fait lors de vos propos préliminaires, il y a des retours de tension, il y a eu des scènes de violence avec la démission de Arlene Foster du DUP hier. Est-ce que vous craignez une escalade de la situation? Et si oui, comment faire pour l'éviter tout simplement? Merci beaucoup pour vos réponses. Patricia, vous voulez que j'aille en premier ou Bon, la réponse est oui, il faut craindre que la violence revienne. Il est absolument certain que quand Boris Johnson a menti au sujet du protocole, quand il l'a signé sur ses effets, ça a produit en Irlande du Nord, parmi la population qui est unioniste et loyaliste, un très, très mauvais effet. Et ce n'est pas surprenant, parce que je connais bien l'Irlande du Nord et l'Irlande. Il était essentiel d'avoir le Good Friday et le Belfast Agreement, principalement pour s'assurer qu'il n'y avait plus de frontières entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, mais il était aussi absolument essentiel de garder le maintien de l'Irlande du Nord dans la zone économique du Royaume-Uni. Et bien sûr, notre départ et le Brexit rend l'un de ces deux choses impossible. Et Boris Johnson n'a pas dit la vérité à ce sujet. Et donc, si on habite in Northampton et qu'on découvre qu'on ne peut plus envoyer un colis avec de la nourriture ou des produits agricoles à son cousin à Glasgow, et que je vous disais que c'était maintenant impossible d'envoyer un colis avec de la nourriture de Paris à Lille, on comprend pourquoi les gens sont fous furieux. Maintenant, nous avons signé le protocole. Je crois que Boris Johnson devait savoir ce qu'il signait. Vous avez vu qu'au mois de novembre dernier, il avait suggéré qu'il n'allait plus l'observer, ce qui a produit un grand choc au Parlement. Et d'ailleurs, même des Brexiters comme Michael Howard avaient dit que c'était absolument inacceptable parce que c'était de briser une obligation internationale qui avait été signée dans un traité 9 mois plus tôt. Mais le problème continue. Et si ce problème continue assez longtemps, je crois que la violence peut sûrement reprendre. Parce que nous avons vu en Irlande du Nord, il y a deux communautés avec une identité différente.
90%, 95% de ces deux communautés peuvent très bien vivre ensemble, mais il y a une petite minorité qui ne le veulent pas. Et comme nous avons vu dans les années 70 et 80, si c'est une minorité nationaliste, ça produit la violence. Ça peut faire la même chose si c'est une minorité loyalist unioniste. Quelle est la solution? La solution, c'est qu'il faut que le protocole marche sans que les gens ne puissent l'apercevoir. Donc, c'est un peu un défi pour nous au Royaume-Uni, mais c'est aussi un défi pour l'Union européenne. Parce qu'il faut bien le savoir, la réalité à présent, c'est que nous n'avons rien à craindre de mouvements agricoles ou de différentes réglementations phytosanitaires. Donc, c'est dans un sens un argument qui n'a pas de sens. Parce que je ne crains pas l'arrivée en Irlande de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni ou vice-versa, de produits agricoles pour les supermarchés. Mais il faut mettre en place quelque chose qui fonctionne et qui respecte le protocole. Voilà le problème. Et si nous ne réussissions pas, j'ai vraiment très peur que nous aurons de la violence beaucoup plus grande que ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Donc, c'est essentiel de le faire. L'autre possibilité, bien sûr, serait que le Royaume-Uni négocie un retour sur la réglementation. Mais ça, pendant que Boris Johnson veut faire un accord avec les États-Unis, c'est impossible. Il va falloir attendre pour voir. Mais entre-temps, il faut réussir à mettre en place quelque chose qui fonctionne mieux que ce que nous avons en ce moment. Mais est-ce que vous pensez que justement cet accord avec les États-Unis est aussi possible que sous Trump avec Biden? Patricia, je le doute beaucoup. D'abord parce que Biden est beaucoup moins intéressé. Et deuxièmement, parce que je pense que cet accord, du point de vue de la réglementation agricole, ne sera pas facilement accepté par le public britannique. C'est ça l'ironie de cette affaire. Mais jusqu'au moment où une telle négociation réussisse, les gens ne pourront pas prendre compte de ce qu'ils vont abandonner en faisant cet accord. Donc, c'est impossible de faire une prévision. Mais pour l'instant, il faut absolument que le protocole fonctionne sans que les gens ne puissent l'apercevoir. Sinon, nous aurons de gros problèmes. Alexandre, oui, je rejoins tout à fait ce que Dominique disait. Je pense qu'il faut être conscient que l'Irlande du Nord, une solution avait été trouvée par Tony Blair, mais que sous les cendres, les braises sont toujours chaudes. Et que ce Brexit et la situation particulière de la frontière donnent une occasion rêvée à ceux qui veulent souffler sur ces braises pour les réanimer. Et du coup, il faut qu'on ait la main tremblante avec tout ce qui touche à l'Irlande du Nord. Parce que c'est vraiment… il y a beaucoup de sujets dans le Brexit qui sont absolument essentiels d'un point de vue économique, d'un point de vue humain, mais là, on touche au tragique. C'est-à-dire qu'on pourrait faire redémarrer le seul conflit, le vrai conflit d'Europe de l'Ouest qu'on connaît depuis, si j'enlève les révolutions espagnoles et portugaises, de notre histoire moderne. Et ça serait une tragédie absolue à la fois pour les Britanniques, mais ça serait une tragédie absolue pour l'Europe. Et ça serait un échec collectif flagrant. Donc, je rejoins ce qui a été dit. Il est très clair que la notion d'invisibilité que Dominique évoque, elle est essentielle. Et il est possible que pour y arriver, on mette du temps. Que pour y arriver pleinement, on mette du temps. Il faut que dans ce temps-là, on soit très patient. Je pense qu'il ne faut surtout pas perdre son calme. Il faut surtout rester très, très calme, essayer de ne pas répondre à des provocations qui viendraient de droite ou gauche, parce que c'est un jeu, pour le coup, à somme nulle et où tout le monde sort perdant. Comme Dominique, aujourd'hui, la divergence est mineure.
Alors, il faut savoir que dans ce temps, elle peut devenir plus grande, auquel cas le problème deviendra plus grand. Mais je pense que sur ce sujet-là, il ne faut pas faire preuve de trop de rigidité d'un côté comme de l'autre. Il faut admettre qu'il y a une solution sur le terrain pratique, humaine, qui concerne des communautés, qui ne répond pas à une logique juridique impérative. Et du coup, il faut qu'on arrive à concilier cette réalité, ce qui en plus pour un Français nous met très mal à l'aise, parce que nous on aime bien le droit qui définit de façon très très carrée ce qu'il faut et pas le faire. Donc ça peut nous mettre mal à l'aise, mais il faut qu'on s'habitue à cette notion et qu'on accepte qu'il y aura une dose de flou pendant un moment peut-être, mais qu'on va devoir parfaire la mise en œuvre du protocole en le respectant, mais en s'assurant qu'à aucun moment il n'attise les braises qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Quant à l'accord sur les États-Unis, j'y croyais pas sous Trump, j'y crois toujours pas aujourd'hui. Merci Alexandre sur cette pensée très positive. Je vais donner la parole à Seb Brunet qui est à Leeds actuellement et qui a été extrêmement impliqué dans tout ce qui était Brexit justement pendant longtemps et qui l'est toujours d'ailleurs et qui aide les Français de Leeds à faire leurs papiers en temps et en heure avant le 30 juin. Seb, je te passe la parole. Merci. Pardon. C'est un peu différent, moi, mais on voit depuis plusieurs mois beaucoup d'articles britanniques lançant un appel au gouvernement de Boris Johnson avec les difficultés qu'ils ont maintenant pour aller se déplacer en Europe pour les musiques festivals, pour les films, pour des tournées. Quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter et que se passe-t-il pour les artistes français et européens pour venir en Grande-Bretagne pour, pareil, les mêmes choses, les francopholies, les Christmas market, qui est que, bon, j'imagine que ça va être difficile. Alexandre? Ouais, c'est un des sujets où c'est un peu déprimant de vous répondre, parce que la réalité, c'est que ce qui permettait ça, c'était la liberté de mouvement. Et du côté européen, je pense qu'il y a on serait ravis de faire progresser les choses. Mais j'avais un échange d'ailleurs très récemment, il y a 2-3 jours, avec un parlementaire britannique qui était plutôt favorable à l'idée de trouver une solution, mais il me disait, ce que j'entends au gouvernement, c'est que le gouvernement britannique ne veut absolument pas trouver une solution. Et du coup, sur beaucoup de ces questions, qui sont des produits de la liberté de mouvement, pour le coup, sans changement de volonté politique claire des Britanniques, il ne va pas avoir de solution immédiate. Si le gouvernement britannique ne veut pas, on ne peut pas le forcer. Et moi, j'ai des cas tous les jours comme ça. On parlait des échanges scolaires. J'ai le cas, par exemple, des passeports de groupe qui sont plus reconnus par les Britanniques. C'était comme ça que les voyages scolaires voyageaient à l'époque. Donc, ça pose tout un type de problème. Il faut maintenant que tous les élèves aient des visas, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, il faut tout ce qui rajoute plusieurs centaines d'euros, passeport, visa, plus passeport de groupe. Des cas comme ça, j'en ai tous les jours quasiment, des produits de la fin de la liberté de mouvement sur des types de travailleurs, des types d'échanges et ainsi de suite. Et à chaque fois, moi je leur dis, je pense que du côté européen, il y a une volonté de trouver des solutions. C'est pas évident, hein, parce qu'il va falloir, il faut pas non plus séparer tous les. C'est pas évident, mais je pense qu'il y aurait une volonté de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, honnêtement, moi je suis très sincère, hein, la lecture, les échos et les retours qu'on a du gouvernement britannique, c'est juste, on n'est pas intéressé. On n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de trouver une solution. C'était notre objectif politique de suspendre ce truc-là et on ne veut pas en parler avec vous. Et dans ce cadre-là, c'est d'une stupidité, enfin, pour le coup, d'un point de vue artistique, c'est d'une stupidité confondante, parce que je pense que c'était un enrichissement collectif très conséquent des deux côtés, d'avoir des artistes qui vont d'un côté et de l'autre. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas une évolution britannique de volonté politique, j'ai du mal à penser qu'il y aura une solution pratique pour les artistes, en l'occurrence sur ce cas-là. Je ne sais pas ce que Dominique en pense, mais c'est le sentiment que j'ai. Je suis d'accord, Alexandre. La seule chose, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de conservateurs
donc des gens qui étaient en faveur du Brexit, qui sont un peu troublés par ceci. Je sais que j'ai des collègues au Parlement qui sont restés dans le parti, ça les inquiète. Le problème, dans un sens, c'est que le coronavirus a empêché la plupart des mouvements à travers l'Europe. Donc, c'est seulement quand le mouvement reprendra et que les gens voudront voyager qu'ils se rendront compte du fait que tout a changé. Pour l'instant, mon impression, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Ils ont ignoré cette question. Dans un sens, ils écoutent Priti Patel, ils veulent empêcher l'immigration, donc tout ce qui empêche l'immigration, c'est bon. Mais je sais qu'au sein du European Movement, mais aussi parmi les conservateurs qui s'intéressent aux futures relations avec l'Union européenne, la question du 90-day visa-free travel pour les professionnels, on en parle. Et à mon avis, c'était une solution qu'on aurait pu négocier l'automne dernier. Je crois que l'offre était là de l'Union européenne. Tu as absolument raison. C'est notre décision de dire non. Et dans ce sens-là, je crois que ça pourrait être notre décision de changer d'avis. Je crois que là, il y a sûrement une campagne politique qui va être menée pour ce changement, parce qu'il peut être fait sans changer d'autre chose. Alors, je crois que ça sera possible, mais il va falloir attendre pour que les gens se rendent compte que ce changement a eu lieu. En ce moment, ils ne le savent pas. De la même façon que beaucoup de Britanniques qui vont en vacances en Europe ne se sont pas rendus compte pour l'instant que tout a changé. Oui, je crois qu'il va aussi y avoir besoin d'un gros travail de communication pour aussi contredire le discours courant et ambiant qui est « c'est de la faute de l'Union européenne ». Je suis désolée, c'est quand même le Royaume-Uni qui est partie prenante et qui a mis sa signature au bas de cet accord. Donc, que le Royaume-Uni prenne ses responsabilités et soit honnête vis-à-vis de tout le monde, y compris vis-à-vis des vacanciers, de ceux qui ont besoin de travailler. On parle aussi très peu des travailleurs qui, par exemple, dans mon cas, je travaillais un petit peu aussi en Europe. Je ne peux plus travailler en Europe. C'est terminé pour une question de résidence. Tout comme je connais quelqu'un qui travaille maintenant, qui est en France, qui ne peut plus travailler pour des employeurs britannique parce qu'elle n'est plus résidente au Royaume-Uni. Et ça, c'est vraiment une conséquence directe au quotidien pour tout le monde. J'ai une question qui vient de Xavier Soinard, qui justement parle des problèmes que les gens commencent à ressentir. Et là, pour le coup, c'est au niveau des biens qui sont importés par les petits commerçants, qui sont actuellement doublement imposés par les taxes en Europe. Donc la TVA, bien sûr, on en parle beaucoup. Et je pense que même d'autres personnes qui ont fait des achats récemment ont pu voir ce genre de choses se passer, notamment quand la Poste ou autre vous envoie une facture pour vous dire de payer des frais supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous pensez qu'il est possible à un moment qu'on trouve justement un système pour ne pas avoir à faire face à ces doubles impositions d'une certaine manière? Dominique? Non, je ne crois pas. C'est l'effet de la sortie du marché unique. Je ne sais pas si Alexandre a une idée, s'il a une idée, j'aimerais bien le faire. Mais il est certain que la sortie du marché unique a remis en place toute une série de changements fiscaux, mais aussi de réglementation, et ça coûte plus cher pour envoyer pour l'importation. Alors, je ne sais pas, Alexandre, si tu as une idée pour résoudre ça, mais c'était l'inévitable
de notre sortie. Alors là, c'est l'homme à la commission des finances de l'Assemblée qui parle, mais Dominique a parfaitement raison. Sous-jacent au Royaume-Uni, le droit européen, c'est un droit dans son nom propre, et il y a beaucoup de dispositions fiscales qui sont le produit du droit européen. D'ailleurs, sur les produits, sur les personnes aussi. Et on définit en Europe deux catégories, grosso modo, de pays. Les pays qui font partie de l'Union européenne et les pays qu'on dit tiers et qui sont assujettis à des règles différentes. Et les Britanniques, en sortant et en décidant de sortir du marché commun, ont pris la décision sciemment, c'est-à-dire ils étaient conscients que ça rompait tous ces accords et du coup qu'ils paieraient des tarifs supplémentaires sur toute une série de choses. Alors sur la TVA, j'ai une petite incertitude parce qu'il y a une réforme de la TVA sur l'e-commerce qui est en train d'être mise en place en Europe, donc je ne suis pas tout à fait sûr, et qui changera les règles d'imposition de où est imposée la TVA en intra-européenne. Et vu qu'elle a été négociée pré-Brexit, je ne suis pas tout à fait sûr de comment les Britanniques vont transposer cette nouvelle directive, qui doit être normalement transférée le 1er juillet. Mais non, la réalité, c'est que exporter des produits vers l'Europe du Royaume-Uni pour une PME et vice-versa, ça va devenir plus cher, enfin c'est devenu plus cher, moins pratique, et ceci durablement. Oui, je suis désolé, c'est une réponse pas très optimiste pour le coup. Je suis désolé, mais je suis obligé d'être transparent là. Oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. La plupart des personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est que freedom of movement. C'était pas simplement le mouvement des personnes physiques pour les vacances, pour les travailleurs dans les champs, etc., etc. Il y a 4 piliers, dont effectivement la mobilité physique des personnes, mais aussi des biens, des produits financiers. Tout ça, ça joue. S'il y a une réglementation qui restreint la mobilité des biens, eh bien, ça se traduit effectivement par ces nouveaux tarifs qui n'existaient pas avant. Voilà, on revient à une situation d'il y a 40 et quelques années, et ça, c'est intolérable de mon propre point de vue. Et d'ailleurs, ça se conjugue sur beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais pour ceux d'entre vous qui ont un compte bancaire, par exemple, au Royaume-Uni et en France, il y a beaucoup de services qui vous auront envoyé un mail au début de l'année en vous disant, vous ne l'avez peut-être pas lu, parce que c'est très dense et c'est le genre de mail que personne ne lit, mais en vous disant, le Brexit arrive, il y a quelques changements, etc. Derrière la façade qui ne change pas beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La capacité pour des gens qui ont des produits d'épargne en Angleterre d'être dessus, la capacité d'avoir des éléments financiers dans des produits d'épargne en Angleterre. Il y a énormément de choses derrière la façade qui a changé. Souvent, si vous êtes dans cette cas de figure, vous êtes prévenu par un mail qui fait 56 pages écrit en font 07,5. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé le 1er janvier et qui, pour le coup, sont irréversibles jusqu'à qu'il y ait vraiment un changement d'orientation considérable et une discussion sur l'intégration. Mais Anne-Laure a parfaitement raison. Le marché unique, c'est les capitaux, les services, les biens et les personnes. On va passer au settled status. Alors, j'ai 3 questions pour toi et pour vous aussi, Alexandre et Dominique, si vous voulez répondre. Donc, la première chose, c'est à propos du settled status, pouvons-nous, alors c'est la question à 1 million, pouvons-nous espérer avoir un jour un document physique, d'une? Est-ce que le settled status, une fois accordé, est un droit acquis ou est-il révocable à l'avenir? 2. Et dernièrement, et pour une fois que vous avez votre settled status, est-ce que vous pouvez obtenir la nationalité et est-ce qu'il sera possible d'avoir des simplifications et des réductions de coûts? Voilà. Bon, tout un programme. Tout un programme. Bon, je ne suis pas Madame Irma, hein, d'abord, pour dire. Côté
production d'un document physique, je ne crois pas. Je crois que malheureusement, et c'est pas seulement le Royaume-Uni, c'est aussi, je sais aussi que c'est la direction que la France prend, c'est-à-dire de digitaliser, en numériser, en bon français, tout le gouvernement et les différents services. Donc, de ce qu'on sait pour le moment, le gouvernement britannique tient bon, tient ferme. C'est pas simplement une question de coût, je crois que c'est une direction que le gouvernement a prise et est prise depuis longtemps. Alors, je me souviens de réunions au Home Office où on disait, oui, mais vous savez, les gens qui ont certains statuts ont un document physique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour les Européens? Et la réponse est non, et que de toute façon, ces personnes, bientôt, n'auront plus aussi, elles, qu'un statut virtuel. Voilà, donc la réponse à la première question, c'est probablement non. Enfin, ne perdons pas espoir et continuons notre lobby, et peut-être qu'on arrivera à un résultat positif. On verra bien. La deuxième question, est-ce que le settled status est acquis ou révocable? Malheureusement, mais c'est un statut qui est révocable, mais il y a quand même des conditions assez particulières pour cela. Je ne suis pas juriste, donc je vous renvoie aux personnes qui sont aptes à répondre à cela beaucoup plus, mais bon, ça n'est pas acquis définitivement. Est-ce que, répète-moi la troisième question, s'il te plaît, Patricia, c'était l'obtention. You're on mute. C'était l'obtention de la nationalité britannique. Okay. Est-ce que, alors, bon, ça a changé de ce que j'ai su. Moi, quand j'ai fait mon dossier de naturalisation l'année dernière, je pouvais encore compter sur le fait que j'avais obtenu settled status pour, on va dire, faciliter les choses au niveau de la demande de nationalité. Je sais que depuis, je crois que c'était 2 ou 3 mois plus tard, donc au printemps de l'année dernière, et le fait d'avoir le settled status n'était plus, on va dire, donc un levier qui permettait d'obtenir la naturalisation plus facilement. Ça fait partie de l'ensemble de politique globale de hostile environment que notre cher ministre Priti Patel affectionne particulièrement. Donc, la réponse, c'est non. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas juriste. Donc, si vous avez une réponse qui corresponde à votre situation particulière, je vous enjoins donc d'aller poser la question au Citizens Advice Bureau et autres organismes. Alors, je veux rien rajouter parce que je pense que ça a été répondu. Juste rajouter sur la carte française, le titre de séjour britannique. Pour l'instant, c'est un document physique qui est envoyé par la poste physique. Là, vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez la voir, c'est une petite carte avec écrit carte ressortie en. Alors, ce qui se passe en France, par contre, c'est qu'il y a une directive européenne qui va être faite partout, qui va faire que les pièces d'identité françaises vont devenir, vont être modernisées pour contenir, sous un format unique à travers toute l'Union européenne, des données biométriques, c'est-à-dire qu'elles seront l'équivalent d'un passeport. Alors, il est possible, ça, je n'ai pas de réponse, mais il est possible que quand ça arrivera à grande échelle, il est possible que soit indexé sur cette pièce, que ça soit fait de façon numérique, mais aujourd'hui, en l'occurrence, ils sont envoyés chez eux, à part si je me trompe, ils sont envoyés chez eux, le titre est envoyé chez eux, chez les Britanniques, après la démarche qui, pour le coup, est en ligne. La démarche est en ligne et après, le titre est envoyé chez eux. Je suis vraiment désolée parce que ma connexion est très, très mauvaise aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre. J'ai l'impression que tout le monde doit se connecter à la même heure. Donc, je vais passer la main à Marlène parce que j'ai peur qu'à tout moment, ma connexion s'arrête. Ok, je prends le relais sans problème. Donc, je vais prendre la question suivante.
il semble que le UK post-Brexit cherche surtout à attirer les personnes issues d'Inde et de Chine, en particulier dans le cadre des universités. Les étudiants européens seront-ils un deuxième choix alors qu'ils vont maintenant payer des frais internationaux? Je ne sais pas lequel. Non, je suis sûr qu'ils ne sont pas un deuxième choix, mais ils deviendront peut-être un deuxième choix à cause du coût de venir à l'université pour étudier. Donc, ça, ce n'est pas je suis sûr que ce n'est pas le désir du gouvernement et certainement pas le désir du monde académique, qui d'ailleurs ne voulait pas le Brexit. Mais ça sera peut-être une conséquence. Ça dépend. Il est certain qu'il y a des pays qui vont continuer à payer pour envoyer leurs étudiants et leurs graduates dans les universités britanniques. Ça sera plus difficile, je pense, pour beaucoup de pays européens. Je pense aussi, je vais tout à fait dans votre sens, Dominique. Il faut voir aussi que le coût, donc, il y a deux choses. Il y a les étudiants, mais aussi les universitaires. Ouais. Donc, quand on a un système qui devient de plus en plus compliqué pour faire une demande d'embauche, ça n'est plus possible. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir des contrats qui soient corrects, qui soient sur la durée aussi, avec un salaire minimum. Parce que beaucoup quand même de contrats en université sont des contrats qui sont de courte durée. C'est comme ça que fonctionne le modèle britannique. Hein. C'est un modèle commercial universitaire. On n'est pas du tout dans le contexte un peu plus, on va dire, meilleur français, où les universitaires ont des contrats qui sont quand même plus carrés. Et puis donc il y a donc les étudiants et de ce qu'on sait de la fourchette, ça tourne entre 19 et plus de 30 000 livres par an. Je veux dire, qui peut se permettre ça? Je veux dire, déjà, il faut voir aussi le contexte qui maintenant va changer à cause de la pandémie. À savoir que maintenant, moi je vois très bien avec ma fac, parce qu'on a des mails toutes les 5 minutes sur tout ça, que le fait qu'on est dans ce qu'on appelle blended learning, c'est-à-dire donc à moitié virtuel par Zoom, par Teams, et en partie aussi en présentiel, comme on dit, c'est quelque chose, c'est un format qui va rester. Donc, je vois déjà beaucoup de gens qui ne sont pas du tout contents de voir ça, parce que c'est que même à 9 000 et quelques poussières par an, c'est très cher. S'il faut maintenant devoir multiplier par 2, par 3, voire par 4, est-ce que ça vaut le coup? Et quel que soit le pays qui veulent venir ici, moi, je me poserais sérieusement la question. À moins, effectivement, d'avoir papa, maman qui ont les ressources et pour qui 40 briques par an, ça fait pas beaucoup de différence. Et il y en a. Ça veut dire aussi, donc, ça va restreindre la mobilité. Ce que je disais tout à l'heure, on va retomber dans des schémas qu'on avait dans les années 60, où seuls les enfants, on va dire, de familles et de milieux aisés, pourront bénéficier de ces échanges culturels, intellectuels, etc., qui ont quand même fait et qui font la recherche de l'Europe et puis aussi, on va dire, bon, de l'humanité en général. Voilà. Oui, je pense que Irlande mise à part. Alors, je sors l'Irlande de l'Europe parce que l'Irlande, il y a un accord particulier. Mais je crois que ça s'est déjà avéré. Hein. Enfin, je regardais là très rapidement parce que la rentrée de cette année signale il y a 40% de baisse de postulation d'étudiants européens qui postulent au Royaume-Uni. 40%, c'est beaucoup sur un an. Hein. Ça fait, c'est pas loin d'un sur deux. Hein. Et je rejoins ce qui a été dit. Il y a plusieurs sortes d'étudiants au Royaume-Uni. Il y a les étudiants qui ont des États qui payent pour eux leurs études, pas en Europe. Par les étudiants européens, il y a très très peu d'États européens qui payent des étudiants pour aller. Ça, c'est plutôt des étudiants asiatiques, chinois, etc. Il y a des étudiants qui ont un système universitaire chez eux qui est aussi cher que le système britannique pour un international, type américain. Bon, d'accord. Mais en Europe, la concurrence se fait avec, dans une grande majorité des cas, une université gratuite ou des grandes écoles qui sont nettement moins chères. Donc là, pour un étudiant, à part ceux qui ont vraiment des moyens et pour qui c'est pas du tout un problème, même pour quelqu'un qui aurait les moyens de payer le double de ce que vous pouvez avoir voir dans votre pays, c'est
c'est clair que ça change quand même pas mal le regard que vous portez sur les études. Donc, je pense que si ça se confirme, alors là, pour le coup, je pense qu'il y aura un effondrement des étudiants qui vont étudier au Royaume-Uni européen. Oui, y compris les étudiants qui viennent de Hong Kong. J'ai dans mon bureau un étudiant de Hong Kong qui ne va pas pouvoir continuer à rester à l'université. Et ça, c'est très dommage. C'est un étudiant en doctorat. C'est certain que ça va avoir un effet nuisible. Et les universités s'en inquiètent particulièrement. Mais c'est un autre effet inévitable de ce que nous avons fait. Oui, puis c'est un effet aussi boule de neige, c'est-à-dire que tout ça, ça veut dire moins de revenus pour payer des universitaires, mais aussi donc réduction des programmes d'enseignement, réduction des programmes de recherche. J'ai un collègue qui travaille dans le département géographie, dont le contrat va se terminer là dans 2 mois, parce que aussi le système de financement qui était derrière, qui est en partie européen, eh bien, il est maintenant beaucoup plus réduit. Donc, son travail de recherche, qui est quand même un travail important, ne va plus se faire. Donc, ce n'est pas juste une question de revenus, c'est vraiment un effet boule de neige sur tout un tas sur tous les niveaux de fonctionnement des universités. Et bon, voilà. OK. Je vous propose de prendre une dernière question. Je prends le relais, Patricia. Je pense que c'est bon pour toi ou ta connexion est revenue? Non? OK. Bon, je continue alors. Donc, je vais prendre une dernière question. Il était question de réduire les droits d'accès au NHS pour les nouveaux arrivants européens. Est-ce que ce projet est toujours sur la table? Je crois que non. Mais je ne peux pas dire ça avec certitude. Je ne sais pas, Alexandre, si de ton point de vue, on t'en a parlé, mais ce n'était pas mon impression. Alors, on m'en a jamais parlé. En fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est que les régimes de sécurité sociale européens, c'est basé sur sa résidence fiscale. C'est-à-dire que si vous êtes au Royaume-Uni, que vous soyez d'ailleurs européen ou non européen, si vous venez de Russie, mais que vous êtes au Royaume-Uni, que vous travaillez au Royaume-Uni et que vous payez des contributions sociales au Royaume-Uni, vous êtes affilié au régime de sécurité sociale britannique. C'est pareil en France. Un Américain en France qui a un travail en France, il est affilié au régime de sécurité sociale français. Parce que c'est comme ça qu'il contribue au régime de sécurité sociale français. La seule question qui se pose, c'est plutôt sur les voyageurs. Et là, il y a une relativement bonne nouvelle, c'est que l'accord a prévu, pour le coup, a couvert ce qu'on appelle la sécurité sociale, la compensation intersécurité sociale, ce qui veut dire qu'un Français qui est en voyage au Royaume-Uni et qui se casse une jambe sera traité par le NHS. Il le sera à coût zéro. Et en fait, c'est la sécurité sociale française qui remboursera derrière les lignes, parce que c'est des choses, à nouveau, qui sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre, mais qui marchent tellement bien que personne n'y pense. En Europe, vous vous baladez partout en Europe, maintenant au Royaume-Uni grâce à l'accord, vous vous cassez une jambe, vous allez vous faire soigner à l'hôpital, vous êtes soigné. En fait, c'est votre pays d'origine qui, à la fin de l'année, règle l'addition, mais on ne vous demandera pas de régler. Donc, moi, je n'ai entendu aucune suggestion que ça soit changé. Et je dois dire que je serais très surpris parce que pour les voyageurs, ça serait une remise en cause de l'accord. Pour les résidents, ça serait une déconstruction totale du modèle fiscal britannique. Ça voudrait dire que des gens cotisent à un régime de sécurité sociale auquel ils ne sont pas affiliés. Oui, une bonne nouvelle. Voilà. C'est certain, c'était d'ailleurs un pilier essentiel de l'accord, qu'on allait pouvoir toujours aller et circuler en Europe sans avoir besoin d'assurance. Alors, je vais peut-être quand même modérer votre enthousiasme, c'est-à-dire que, bon, côté voyageurs, rien ne change, business as usual. Par contre, c'est le droit d'accès à la NHS. C'est-à-dire quelque chose qui était déjà en place pour les ressortissants des pays tiers, si j'ai bien compris, devrait s'étendre aux nouveaux arrivants, enfin aux arrivants au sens de personnes qui veulent venir vivre et devenir résidentes
au Royaume-Uni. Donc, c'est un charge ou surcharge qui serait à payer annuel et qui n'est pas bon marché. Déjà que c'était pas bon marché, maintenant ça va devenir très cher. Ça aussi, c'est un problème et c'est un problème dont on ne parle pas. Et ça aussi, je pense que si je suis une personne qui n'est pas résidente aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais qui pense à le devenir, c'est quand même quelque chose supplémentaire à prendre en considération. Est-ce que je vais devoir débourser tant de centaines de livres par an, voire beaucoup plus, je crois que c'était même beaucoup plus que ça, afin d'avoir accès au NHS, ou est-ce que je dois prendre une assurance privée qui, on croise les doigts, va me couvrir? Parce que même la NHS, c'est tout à fait unique. Oui, donc oui, c'est un troisième cas de figure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient s'installer au Royaume-Uni, du coup est domicilié au Royaume-Uni, mais sans travail, du coup, qui ne cotise pas au NHS. Ça c'est juste, oui. Dans ce cas-là, oui, c'est possible que ce soit fait. Il a besoin. Oui, dans ce cas-là, il a besoin d'assurance, et de la même façon que quelqu'un qui va s'installer en France sans travailler. Alors en France, on a une couverture universelle de protection pour pour un étranger qui n'est pas affilié, qui s'appelle la PUMA, qui n'est pas affilié et qui protège. Alors c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le système, mais qui ne protège pas de tous les traitements, mais qui prend en charge des traitements d'urgence, etc. Donc c'est pas une sécurité sociale pleine et entière, mais c'est une sécurité sociale partielle d'urgence. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, il y a une sécurité sociale partielle d'urgence. Même si on est au Royaume-Uni de façon illégale, on ne va pas vous laisser mourir dans la rue. Tout à fait, il y a une liste qui existe depuis longtemps d'un certain nombre de conditions physiques qui permet aux personnes sans papier, même illégales effectivement, de pouvoir avoir accès aux soins, d'abord des soins d'urgence, mais aussi de certains soins de longue durée. C'est pareil en France, c'est encadré dans un type particulier, mais c'est pareil en France. Ok, je pense qu'on a à nouveau perdu Patricia, sa connexion est vraiment mauvaise, donc je vais faire la conclusion de ce meeting. Donc je vais remercier Monsieur Dominic Grieve d'avoir assisté à ce meeting, à Alexandre, Anne-Laure, à Sébastien, à Chanty et à Ginny. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce meeting. Toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu en live, on le fera par email, donc ne vous inquiétez pas, on vous enverra le replay et un email avec toutes les réponses. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, bientôt un long week-end avec un bank holiday, et à très bientôt. Et voilà, merci beaucoup. Merci, un grand plaisir de participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.